Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des poisons, des venins et des filtres douteux, voilà ce que Franck Ferrand nous sert cet après-midi. Bon appétit sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'idée nous a été inspirée par l'exposition Vénénum, un monde empoisonné. Exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 7 janvier prochain au musée des Confluences. Ce musée des Confluences à Lyon, bien sûr. La responsable du projet, Carole Millon, sera notre invitée dès 15h. Et pour commencer, c'est la plus célèbre affaire d'empoisonneuse de notre histoire que vous allez nous proposer. Oui, l'affaire des poisons. Ce nébuleux trafic de substances dangereuses impliquant de hauts personnages et qui devait jeter à terme une ombre sur le règne de Louis XIV. Agnès Valk, qui a démêlé tous les fils de cette terrible affaire, sera mon invitée juste après le récit. Je préfère vous prévenir, âmes inquiètes, s'abstenir. Oh là là. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le vendredi 17 juillet 1676, la place de Grève à Paris est noire de monde. Un échafaud a été dressé. On est habitué, c'est évidemment place de Grève qu'ont lieu les exécutions publiques. Et voilà une femme vêtue d'une chemise blanche de condamnée. Elle monte la petite échelle des condamnés, elle se met à genoux. On lui a coupé les cheveux, le bourreau lui découvre les épaules, on lui bande les yeux, elle récite quelques prières, il est 8 heures, un bruit sourd, la grande épée de justice vient de trancher la tête de cette femme. Quelques minutes plus tard, son cadavre sera brûlé sur un bûcher édifié avec du bois et de la paille. Cette dame, c'est Marie-Madeleine Dreux d'Aubray. Elle est marquise de Brinvilliers et avec l'aide de son amant, Gaudin de Sainte-Croix, elle a empoisonné un certain nombre de membres de sa famille, son père, ses 2 frères. Le scandale a éclaté en 1672, à la mort de Sainte-Croix. On a découvert des lettres, vous savez, une sorte de petite cassette dans laquelle se trouvaient des lettres compromettantes de la Brinvilliers, des livres de substances toxiques qui entraient dans la confection de certains poisons. L'affaire Brinvilliers est donc le point de départ de l'affaire, mais ce n'est que le point de départ, c'est la préface même, devrais-je dire, d'une sombre affaire, une des plus sombres de notre histoire, donc l'affaire des poisons. En effet, quelques mois plus tard, nous sommes là en février 1677, une certaine Madeleine Gueniveau, qu'on appelle Lagrange, est arrêtée. On la présente comme artiste en poison et en faisant commerce. C'est comme ça que la police la désigne. Dans son ouvrage sur la marquise de Brinvilliers, Agnès Valk nous dit « Le 5 décembre 77, le lieutenant Degré, il a arrêté la Brinvilliers, toujours aussi zélé, arrête à Paris Louis de Vanins, un officier de marine soupçonné d'avoir perpétré plusieurs crimes, dont l'empoisonnement du duc de Savoie en 1675. Il reçoit une gratification de 3000 livres, ce qui accroît encore son ardeur. D'autres arrestations se succèdent en cascade. Derrière tout cela, un homme qui est le grand personnage de cette affaire et sur lequel nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir, bien sûr, le lieutenant général de police Nicolas de Larénie. Il a un objectif, arrêter tous ces empoisonneurs, ces sorcières, ces faiseuses d'anges, ces alchimistes fabricants de poisons. Il faut vous dire que vous aurez remarqué la date. On approche de 1680, on est au moment du basculement du règne de Louis XIV, au moment de ce que Michel Foucault appelait le grand enfermement et qui est aussi un grand assainissement, nous en reparlerons bien sûr. Qui sont les personnes arrêtées ? Il y a des prêtres apostats, comme le maître des petites écoles de la charité, des abbés qui invoquent Satan au cours de leur messe, drôle de messe me direz-vous, et qui font commerce d'hosties consacrées, qui rédigent des conjurations diaboliques, glissent sous le calice des poudres et des poisons pour les activer et obtenir la bénédiction des esprits sur les substances étranges dont on a l'intention de faire je ne sais quel usage. Je cite Jean-Christian Petit-Fils.
Parmi les plus répugnantes pratiques de magie noire, on trouvait les fameuses messes noires. C'était en réalité des messes consacrées à Satan, dites à rebours, car dans la conception un peu manichéenne de la religion de cette époque, Satan était considéré comme la réplique négative de Dieu. Elles étaient récitées par un prêtre sur le ventre nu de la femme qui la commandait et s'accompagnaient de profanations d'hosties et parfois de sacrifices rituels, comme l'égorgement de nouveau-nés dont on recueillait le sang dans le calice. Ah oui, non, je vous avais dit tout à l'heure, Oui, bon vous appétit, Anissa. vous n'épargnez rien. Mais non. De nombreuses femmes sont arrêtées dans la foulée. L'épouse d'un tailleur pour dame, Madame Vigoureux, elle portait bien son nom. Une tireuse de cartes, Marie Bosse, veuve d'un marchand de chevaux, et devineresse, qui affirmait que sa fortune serait faite après 3 empoisonnements. Chez ces femmes, on va trouver toutes sortes de choses, de l'arsenic, de la poussière de taupe desséchée, du sang de chauve-souris, allons-y, de la poudre d'écrevisse, des rognures d'ongles, oh mon Dieu, du sang humain et de la cantharide, cette espèce de mouche, vous savez, qu'on fait sécher pour en faire une poudre dont l'usage est assez multiple. Au total, 442 personnes seront finalement arrêtées par la police. Le roi est complètement sidéré de tout ce qui se passe et en avril 1679, il crée une juridiction extraordinaire qu'on va appeler la Chambre ardente. Elle siège dans les bâtiments de l'Arsenal. Elle est composée de l'élite des membres du Conseil d'État et d'un certain nombre de magistrats parmi les plus réputés du royaume. Pourquoi Chambre ardente ? Ça vient des tribunaux chargés de juger les grands crimes et qui siégeaient dans une vaste pièce tendue de noir et éclairée à torches et flambeaux, comme on disait à l'époque, d'où l'expression chambre ardente. Un des rapporteurs de la chambre, c'est Larénie, et c'est lui qui raconte: Sa Majesté nous a recommandé la justice et notre devoir en des termes extrêmement forts et précis, et en nous remarquant qu'elle désirait de nous, pour le bien public, que nous pénétrassions le plus avant qu'il nous serait possible dans le malheureux commerce du poison, afin d'en couper la racine s'il était possible. Elle nous a commandé de faire une justice exacte, sans distinction de personne, de condition, ni de sexe, ce qui, à cette époque, n'est pas une évidence, semble-t-il. Les clients inculpés sont pourtant des personnalités renommées, des personnalités influentes et parfois même très influentes. On voit circuler dans toute cette affaire des noms assez inattendus. Le maréchal de Luxembourg, mais oui, et l'écrivain Racine, Madame de Poulaillon qui a envoyé Marie Bosse pour se débarrasser de son mari en lavant ses chemises à l'arsenic et en versant des drogues dans son vin, et la duchesse de Bouillon, s'il vous plaît. Bref, cette affaire des poisons commence à avoir un retentissement considérable. Madame de Sévigné, elle écrit: on est dans une agitation, on envoie aux nouvelles, on va dans les maisons pour apprendre. Les interrogatoires sont nombreux, notamment avec Catherine Dehaye, épouse d'un boutiquier ruiné, Antoine Monvoisin. Cette femme-là, on l'appelle la Voisin. Elle a été arrêtée en mars 1679. Il ne faut pas se fier à l'apparence de cette petite femme d'une 40aine d'années au visage rouge et bouffi, qui a l'air assez ordinaire, somme toute. Elle est elle aussi devineresse, vendeuse de filtres d'amour et de poudre de succession, vous me voyez venir, et elle est avorteuse. Elle vend des enfants destinés à être égorgés pendant les messes noires, c'est en tout cas ce que l'on dit. Vous avez compris que nous sommes en train de mettre les pieds en terrain très glissant. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez d'un scandale à la cour de Louis XIV, un scandale qui a marqué l'histoire, l'affaire des poisons. Alors avant d'aller plus loin, juste avant la pause, vous nous parliez de la Voisin. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette femme qu'on dit devineresse ? On lui reproche de faire commerce de toutes sortes de choses illicites. Je vous ai dit, elle vend de la poudre de succession. On dit même, certains prétendent dans leurs témoignages, qu'elle fournirait les fameux enfants qu'on sacrifie dans les messes noires. Vous imaginez ça ? Bref, ça fait quand même beaucoup de bruit, cette histoire. Selon son amant, qu'on surnomme le Sage, la Voisin compte dans sa clientèle un certain nombre de personnalités très importantes. Mademoiselle des Œillets, si vous voulez, qui est donc très proche du roi, qui appartient à la cour. Alors on dit simplement que la Voisin aurait lu dans les lignes de sa main, mais il y a un autre nom qui apparaît bientôt, c'est celui carrément de Madame de Montespan. Aïe, aïe, aïe. Le 2 février 1680, à 6h du soir, la Voisin est brûlée vive en place de Grève
Grève. On peut dire que c'est l'une des instigatrices de l'affaire qui meurt de cette manière et qu'on pourrait arrêter l'affaire ici. Il n'y a plus qu'à interroger, à juger, à condamner un certain nombre de complices et pourquoi pas s'en tenir là. Sauf que quelques mois plus tard, la fille de cette femme, la fille de la voisin, Marie-Marguerite, annonce qu'elle a des révélations à faire et des révélations qui, de nouveau, mettent en cause Madame de Montespan. Vous voyez un peu qui est Madame de Montespan, Françoise Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, une des plus grandes dames du royaume, qui est depuis 1667 la maîtresse en titre du roi. Personnalité extrêmement importante. Elle a séduit le roi par sa blondeur, par son caractère et son esprit aussi, un esprit assez extraordinaire, par ses yeux bleus aussi. Saint-Simon nous dit qu'il n'était pas possible d'avoir plus d'esprit, de fine politesse, d'expression singulière, d'éloquence, de justesse naturelle qui lui formait comme un langage particulier mais qui était délicieux. Ah, une de ces grandes dames, une sorte de guermantes avant l'heure si vous voulez, qui ensorcelle tous ceux qu'elle a l'heure ou le malheur de prendre dans ses raies. Entre 1667 et 1678, n'oubliez pas que Madame de Montespan aura donné 7 enfants au roi et que les enfants nés de cette union illégitime sont néanmoins légitimés par le Parlement de Paris. Ce qui veut dire qu'ils sont maintenant des enfants officiels, ce ne sont plus des enfants naturels du roi. Ils auraient en tout cas, là ça nous entraînerait un peu loin, mais ils pourraient même, sous certaines réserves et dans certaines conditions, avoir des droits sur la couronne. Vous imaginez un peu ça ? Quelques mois après la mort donc de la voisin en juillet 1680, Marie-Marguerite Monvoisin révèle que peu de jours avant l'arrestation de sa mère, celle-ci s'était rendue à Saint-Germain, donc à la cour, pour remettre au roi un placet, c'est-à-dire une demande, une supplique, enduite de poison. Et on lui aurait donné pour la circonstance 100 000 écus, ce qui est une somme absolument gigantesque. 2 complices devaient entrer en contact par ailleurs avec mademoiselle de Fontanges, c'était la favorite annexe, si je puis dire, du roi, afin d'offrir à la Fontange des gants de peau empoisonnés. La jeune femme ajoute qu'elle a vu chez sa mère mademoiselle Desœillets, donc suivante de Madame de Montespan, et sa propre mère a cité à plusieurs reprises le nom donc de Madame de Montespan. Et elle ajoute même que depuis plusieurs années, sa mère et d'autres personnes, et parmi les autres personnes, elle cite le nom de l'abbé Guibourg, qui lui aussi a été arrêté de son côté. Ces gens-là auraient donné à Madame de Montespan des poudres pour l'amour. Mais d'après vous, qui devait les boire, les poudres en question, sinon le roi en personne ? Certes, en divers temps, ma mère apportait diverses poudres à Madame de Montespan, mais ce n'est point de mon fait, dit cette fille-là. La première fois que j'en portais à la dame, ce fut il y a 2 ans et demi, la dame étant venue chez ma mère et après avoir parlé ensemble, ma mère me fit venir devant la dame et lui dit, on voit que c'est dans le texte, hein, Madame, reconnaîtrez-vous bien cette fille ? La dame dit que oui, pourvu que j'ai quelque signal. Il fut convenu ce jour-là, le jeudi, que la dame viendrait le lundi au petit père et que j'aurais un masque que j'ôterais, que je ferais semblant de cracher, etc. Enfin, vous voyez, les espèces d'histoires complètement aberrantes. Donc, on donne des aphrodisiaques à Madame de Montespan. Madame de Montespan peut-être a utilisé des onguents, des poudres et qui sait, le poison. La fille de la voisin affirme, la connaissance que j'ai eue des mauvais desseins contre la personne du roi vient de ce que j'en ai entendu dire à ma mère et il était venu un temps où Madame de Montespan avait reconnu que tout ce qu'on avait fait pour elle depuis plusieurs années ne servait plus de rien. Ma mère m'a dit que la dame voulait tout porter à l'extrémité et la voulait engager à des choses où elle avait beaucoup de répugnance. Non mais vous imaginez, autrement dit, la fille de la voisin dit que Madame de Montespan demandait à sa mère de lui fournir de quoi empoisonner le roi. Ça paraît complètement extraordinaire. Et de son côté, l'abbé Guibourg, donc cette espèce de vieil abbé là, borgne, raconte que quelques années auparavant, il a célébré plusieurs messes noires sur le corps nu d'une femme dont le visage était voilé et qu'on lui avait dit toujours être Madame de Montespan. Décidément. Incroyable. Et ça commence à faire un faisceau de convergence. Au cours de ces messes, l'abbé avait lu la conjuration « Astaroth, Asmodée, prince de l'amitié, je vous conjure d'accepter le sacrifice ». Enfin bref, on incantait à Satan. Il y avait cet enfant destiné au sacrifice qu'on tendait à l'officiant et qui égorgeait l'enfant avec un canif et qui recueillait le sang dans le calice.
une autre sorcière. Alors celle-là s'appelle la Filâtre. Elle confirme les messes noires et elle révèle, sous la torture bien sûr, que c'était la procédure habituelle, la question, elle révèle que Madame de Montespan, lui, je cite, lui avait demandé de quoi faire mourir Mademoiselle de Fontanges sans qu'il y parût, et aussi de quoi pour se bien remettre dans les bonnes grâces du roi. J'imagine la tête de Louis XIV découvrant sous la plume de son lieutenant général de police l'ensemble des vilainies dont je ne vous donne ici qu'un simple aperçu. Il est tout simplement horrifié. Europe 1, au cœur de l'histoire, Revient dans un instant. Europe au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'affaire des poisons. Nous sommes donc au cœur du XVIIe siècle cet après-midi sur Europe 1, au cœur du siècle de Louis XIV, qui vient d'apprendre que Madame de Montespan avait bien des mauvais plans contre lui. Or, l'araignée qui fouine pas mal, qui est très doué, il faut dire, il va tomber dans les archives du Châtelet, vous savez, il tombe sur des minutes d'un procès daté de 1668, donc 12 ans avant la période qui nous intéresse. Et là, il voit que Madame de Montespan avait déjà été impliquée dans une affaire de sorcellerie et d'impiété, dans laquelle on trouve déjà le fameux Le Sage, amant de la voisin, l'abbé Mariette, qui était le complice à l'époque de ces gens-là. Les deux hommes invoquaient le diable, lisaient les évangiles sur la tête de leur cliente et faisaient passer des poudres d'amour sous le calice pendant la messe. Tout ça veut dire quand même que Madame de Montespan est donc bel et bien concernée de près par cette affaire. C'est très embarrassant pour la Régnie, et que dire de Louis XIV. En octobre 1680, 1 an et demi après l'ouverture de l'affaire, ça fait 3 ans que l'affaire a commencé, mais 1 an et demi qu'on a commencé le procès, Louis XIV va suspendre les travaux de la fameuse chambre ardente. Il les suspend pendant 7 mois. Les témoignages les plus compromettants à ce moment-là sont soustraits au juge. Le roi ordonne de noter tous les faits particuliers relatifs à Madame de Montespan dans des cahiers séparés, des cahiers dont les juges ne verront même pas la couleur. Quant à Mademoiselle Desœillers, l'ancienne suivante de Madame de Montespan, elle est écartée de la cour et on s'assure bien qu'elle ne pourra plus raconter grand-chose. Finalement, le 21 juillet 82, une lettre de cachet va fermer purement et simplement cette chambre ardente. Donc là, ça fait 5 ans qu'il y a eu 5 ans d'enquête, 210 séances, 367 décrets de prise de corps, vous imaginez ça ? 104 jugements, 36 condamnations à mort, 4 condamnations en galère, 34 à des peines de bannissement ou d'amende, et il y a eu 30 acquittements. L'Araignée écrit à ce moment-là, il y a 147 prisonniers à la Bastille et à Vincennes. De ce nombre, il n'y en a pas un seul contre lequel il y ait des charges considérables pour empoisonnement ou pour commerce de poison, et des charges avec cela contre eux pour sacrilège et impiété. La plus grande partie de ces scélérats tombe dans le cas de l'impunité. Évidemment, quand vous êtes celui qui a mené l'enquête, qui a tout fait pour faire incarcérer ces gens, c'est toujours embêtant de voir que le pouvoir s'en mêle et couvre l'affaire. Les accusés qui en savaient trop, je pense à Le Sage Guibourg, la fameuse fille voisin, etc., ont été transférés le plus loin possible en Roussillon, en Franche-Comté, à Belle-Île. Enfin, on ne veut plus en entendre parler, bien entendu. Chacun là est attaché à la muraille, vraiment, c'est vraiment des peines de cachot. Louvois, qui est secrétaire d'État à la guerre, ordonne au commandant et au gouverneur de ces forteresses de veiller à ce que l'on n'entende pas au dehors les sottises qu'ils pourraient avoir à crier tout haut. Vous voyez quand même qu'on a très peur que ces gens continuent de parler, tout simplement. Et il y en a qui vont comme ça enchaîner à leur muraille, attendre la mort pendant 40 ans. Madame de Montespan, évidemment, va subir un sort tout à fait particulier. Elle est la mère des enfants du roi. On ne peut pas la chasser de la cour, mais le roi va lui retirer sa grâce, si je puis dire. D'ailleurs, il y a un indice qui ne trompe pas, c'est qu'elle change d'appartement à Versailles, tout simplement. Elle quitte son grand appartement du premier étage pour l'ancien appartement des Bains au rez-de-chaussée du corps central. Madame de Montespan n'est plus l'étoile brillante, l'astre dominant de la cour de la nouvelle cour de Versailles, puisque très bientôt la cour va s'installer à Versailles. Celle qui va la supplanter maintenant, c'est l'ancienne gouvernante des enfants légitimés, c'est Françoise d'Aubigné, Madame de Maintenon. En 91, Madame de Montespan se retirera dans la communauté de Saint-Joseph. Elle ne viendra même pas assister au mariage de ses enfants à la cour, donc elle est vraiment sous le coup d'une sorte de mise à l'écart. Elle promena son loisir et ses inquiétudes à Bourbon, à Fontevraud, aux terres d'Antin, raconte Saint-Simon, et fut des années sans pouvoir se rendre à elle-même. Elle mourra en 1707 et 2 ans plus tard, le 13 juillet 1709, donc un mois après la mort du lieutenant de police Larainie, Louis XIV va se faire apporter
une grande cassette de cuir noir clouté dont un greffier avait la garde. Et dans cette cassette se trouve, je cite, plusieurs minutes d'actes faits pendant les années 1679-80 et autres années jusqu'à la séparation de la chambre de l'Arsenal, conservés par ordre exprès de Sa Majesté. Ce sont les fameux actes particuliers concernant des personnes dont on n'avait pas souhaité voir le nom cité en public, et parmi ces personnes au premier rang, bien entendu, Madame de Montespan. Devant le roi, en présence de Madame de Maintenon et du chancelier Pontchartrain, les cahiers en question vont être un à un jetés à la cheminée. 1709, Louis XIV est un monsieur très âgé. À l'époque, c'est une année terrible. On ne sait même pas ce qu'il va advenir de la France, comme par hasard. 13 juillet 1709, c'est au moment où le royaume est en très grand danger. On se demande si les coalisés ne vont pas entrer dans Paris. Donc on brûle tout ça, on ne veut pas laisser de traces. Les notes de l'Araignée, les analyses détaillées de l'instruction, tout ça va échapper aux flammes et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de parler de cette affaire. Bonjour Agnès Valk. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous connaissez cette affaire comme personne et nous avons 1000 questions à vous poser. J'espère que nous aurons le temps en une demi-heure. Europe 1, en direct du Tour de France. Au cœur de l'histoire revient dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur le Tour de France. Bonjour Simon Rubin. Bonjour à toutes et à tous. Encore 138 km à parcourir dans cette étape qui doit nous mener vers Salon de Provence où nous sommes pour l'arrivée. Et sur la moto Europe 1, Émilie Bonneau qui suit donc ce groupe échappé, 20 coureurs qui comptent 7 minutes 30 d'avance sur le peloton. Oui, en effet, un écart qui progresse de kilomètre en kilomètre. Et dans cette échappée, vous pouvez trouver notamment Sylvain Chavanel, qui s'était déjà illustré en début de semaine. Mardi, le Français élu super combatif dans l'étape de Romans-sur-Isère. Mais évidemment, sur le parcours, ce sont deux autres Français qui ont les honneurs du public, Romain Bardet et Warren Barguil, très encouragés, alors que les hommes de tête sont en train de traverser la ville de Sisteron, surnommée la porte de la Provence. Et c'est vrai que nous sommes vraiment en train de quitter les Alpes alors que la patrouille de France est en train de survoler les échappés. Et dans ce groupe échappé, on retrouve également Bauke Mollema, Tony Galopin, et Romain Hardy, Kieserlowski ou encore Rudy Mollard ou Lilian Calmejane. Côté français, 7 minutes 40 d'avance pour les échappés. Merci Simon Rubin, on vous retrouve tout à l'heure sur la route du Tour à 15h sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous allons plus loin dans l'affaire des poisons au XVIIe siècle, l'affaire qui a perturbé le règne de Louis XIV. Nous allons plus loin avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Agnès Valk, elle est professeure des universités, historienne et auteure de La Marquise de Brinvilliers, paru chez Perrin. Ce que j'aimerais, si vous êtes d'accord Agnès Valk, avant de revenir dans le détail d'une affaire qui, elle, était relativement connue, même si elle est très difficile à suivre, parce qu'elle met en cause tellement de dizaines de personnes différentes, c'est revenir sur le contexte. Est-ce que ces poisons, ces empoisonnements, ces bouillons de 11 heures et autres poudres de succession étaient une chose répandue au XVIIe siècle? Oui, c'était très répandu au XVIIe siècle. C'est arrivé avec les Italiens à la cour de France au XVIe siècle. Mais je vous rassure tout de suite, ça s'arrête avec l'affaire des poisons ou quasiment. C'est-à-dire que après l'affaire des poisons, il y aura des petites affaires, mais ça n'aura rien de comparable avec la densité émotionnelle des années 1670, 1680. Tout à l'heure, j'ai fait une allusion peut-être un peu trop rapide et je m'en veux parce que ça n'avait peut-être pas beaucoup de sens sans l'expliciter. Je disais que on est comme par hasard dans ces années 1680 parce que ce milieu du règne de Louis XIV voit un basculement général de la société, des consciences, des mentalités, de la façon d'envisager les relations, de la façon d'envisager la science, la religion. Tout ça change complètement entre la première partie du règne qui est l'héritage direct des règnes précédents et la deuxième partie du règne qui met tout en ordre, si je puis dire. On a une impression de reprise en main quelque part par l'État.
ça en fait. Voilà, bon, il y a ça, mais c'est un mouvement général dans toute l'Europe. Voilà. Dans toute l'Europe, l'esprit scientifique est un esprit qui commence à vraiment dominer, c'est-à-dire qu'il faut administrer la preuve, il faut faire des expériences, il faut essayer de découvrir les choses. Et donc ces esprits qui sont quand même plus rationnels vont se mettre à essayer de trouver la nature, des éléments, des pierres, des substances, etc. Et en même temps, se superpose pour le public qui est un petit peu moins savant, toujours de la superstition. C'est quand même la pleine époque où on cherche la pierre philosophale. Voilà, en fait, si le maréchal de Luxembourg est arrêté, c'est qu'il cherche à tout prix dans son laboratoire à trouver... Transformer le plomb en or. Ah bah oui, je sais même pas le plomb, peut-être la terre en or, je ne sais pas. Enfin bref. Et c'est ça en fait qui fait peur, parce qu'en fait tout se superpose. Quand on peut faire de l'alchimie, on peut aussi faire de la poudre de succession. Il faut aussi avoir des personnes qui vous fournissent en Tout à l'heure, vous avez balayé etc. d'un revers de main cette histoire de pesanteur sociale, mais ce qu'on appelle la poudre de succession, comme là encore comme par hasard, il faut pas oublier que l'essentiel de la fortune à l'époque est une fortune qui s'hérite, c'est-à-dire qu'il n'est quasiment pas, alors on pourrait donner quelques très beaux exemples contraires, je suis bien d'accord, mais il n'est quasiment pas possible de faire fortune au XVIIe siècle. Le seul moyen de faire fortune, c'est d'hériter la fortune en question. Donc on peut comprendre que certains aient envie de faire passer la tati de vie à trépas quand même. Je pense qu'il faut déjà dire qu'il y a quand même une grande partie de la population qui est hors course, parce que vraiment ils ont autre chose à faire qu'à essayer d'assassiner le papy ou la mamie. C'est en fait, je dirais, un loisir de luxe. C'est des gens déjà socialement déjà qui n'ont rien à faire, qui peuvent éventuellement se dire oui, j'ai du temps, donc je vais assassiner. Alors évidemment, ma femme, mon mari. l'affaire des poisons avec un grand A et un grand P, ça concerne la plus haute société, ça concerne carrément la cour, et même pire que la cour, ça concerne l'entourage du roi. Bon, mais avant d'entrer à la cour, disons peut-être un mot de cette affaire de la Brinvilliers, par qui tout a commencé. Disons que l'attention des pouvoirs publics a été attirée sur ces pratiques par le cas de la marquise de Brinvilliers. Voilà, exactement. C'est qu'en fait, c'est l'affaire de la marquise de Brinvilliers qui a mis au jour le fait qu'il y avait un réseau souterrain, disons, d'empoisonneurs, avec pas mal de ramifications. Et l'affaire de la marquise de Brinvilliers a fait très peur au pouvoir, parce que lorsqu'on a arrêté des personnes autour de la marquise de Brinvilliers, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui tentaient d'approcher le roi. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une tentative d'empoisonnement envers le roi, puisque la marquise de Brinvilliers a financé les activités de son amant qui s'appelait le chevalier de Sainte-Croix, que le chevalier de Sainte-Croix avait lui-même un valet et qu'il avait réussi à obtenir pour ce valet la charge de gobelet du roi. Et comment l'avait-il obtenu? Voilà, on s'est dit, là, il y a peut-être quand même des liens avec des personnages importants. Oui, et surtout une charge où le valet pouvait directement apporter à la personne du roi, et le gobelet, c'est quand même servir. Comme son nom l'indique, oui. Alors bon, il s'en est fallu peut-être de peu, mais en tout cas, toutes ces personnes sont mortes. Mais finalement, le commissaire de police qui était la Reynie, plus un adjoint absolument incroyable qui s'appelle François Desgrais, qui était chevalier du Guet, c'est-à-dire qu'il était celui qui veillait sur le sommeil des Parisiens. Voilà, c'était le inspecteur de la sûreté. Inspecteur de la sûreté, voilà, vraiment un policier incroyable, avait en fait, je dirais, ses sens en alerte, les oreilles ouvertes, et savait que avec la mort de Sainte-Croix, le réseau avait été désorganisé, mais se disait toujours, mais peut-être que le réseau va ressurgir. Et c'est ainsi qu'il était toujours un peu en éveil. Et il se trouve qu'un an plus tard, l'un de ses adjoints lui dit, oh là là, j'ai dîné chez un avocat, et puis à la fin du repas, il y a une dame assez bizarre qui s'est vantée de pouvoir devenir riche en 2 ou 3 affaires, en disant qu'elle allait pouvoir donner des substances pour faire disparaître telle ou telle personne. Alors, n'importe qui n'aurait pas été au courant de l'affaire de la Brinvilliers ou n'aurait pas été dans les coulisses de l'affaire aurait ri. Voilà. Lui, il n'a pas ri du tout. À Paris du tout, il a envoyé la femme d'un de ses sergents auprès de cette dame. Au départ, c'était pour se faire tirer les cartes, et puis la deuxième fois, elle a commencé à se plaindre de son mari. La troisième fois, elle est revenue avec un petit flacon. Je vous assure, tout le monde au Châtelet aurait pu mourir en avalant une goutte du flacon
flacon. Et c'est comme ça que les choses se sont enchaînées. J'ajoute simplement une seule chose, c'est que Desgrais était sergent pour le père de la marquise de Brinvilliers, qui était lui-même lieutenant civil du Châtelet de Paris. Et donc, il connaît l'affaire depuis le début. Il a connu personnellement la marquise de Brinvilliers. Et donc, lui, il se disait, c'est certainement pas fini. Et c'est quand même grâce à lui que Nicolas de la Reynie s'est vraiment investi pour, une fois pour toutes, mettre le réseau à bas. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'affaire des poisons et nous découvrons toutes les subtilités de cette affaire qui a marqué l'histoire de France sous le règne de Louis XIV grâce à votre invité Franck Ferrand. Et qui passionne maintenant les États-Unis et le monde entier grâce à la série. À la série Versailles, effectivement, c'est une série qui en plus à la base est canadienne, donc comme quoi l'histoire de France inspire tout le monde. Agnès Valk est votre invitée, elle est professeure des universités et historienne et c'est elle qui nous éclaire cet après-midi sur cette affaire des poisons. Alors, il y a un personnage dans cette histoire, vous venez de parler de Desgrais, très important, père et fils d'ailleurs, mais il y a un personnage qui est au cœur de l'histoire, c'est le lieutenant général de police, c'est monsieur de la Reynie, Nicolas pour les intimes. Oui. Un personnage assez étonnant qui invente la police, alors moderne en tout cas dans le sens où la police d'Ancien Régime, c'est vraiment lui qui va essayer de faire réaliser des enquêtes relativement rationnelles. Alors il a aucun moyen, cela dit, il y a très peu de monde autour de lui, il a peu de sergents de police, etc. Et à Paris, il fait tout, c'est-à-dire qu'il fait aussi bien la police de la voie publique que les affaires de famille, que les meurtres, etc. Donc c'est un personnage qui ne fait que travailler, mais qui est arrivé à mettre sur pied un système très efficace parce qu'il a des mouches et des espions partout qui lui font remonter les informations et comme c'est un monsieur quand même très intelligent, il arrive à mettre en relation les choses. Il est un peu le cynisme en moins, le Fouché de Louis XIV. C'est le grand homme de la police. Voilà, alors il n'est pas cynique parce que justement quand cette affaire des poisons se développe, d'abord il est assez soucieux de la véracité des témoignages recueillis auprès des prévenus. Et se pose par exemple la question de savoir si la torture c'est un bon moyen. Il y a des moments où il dit que non, la torture ne peut faire que dire des choses bizarres aux gens. La torture, il y a deux tortures. On ne parle pas là des supplices punitifs, on parle de ce qu'on appelle la question judiciaire. Cette question judiciaire, elle était destinée à obtenir ce qu'on appelait la preuve pleine, c'est-à-dire les aveux de l'inculpé. Voilà. Dans une affaire classique, ça peut être très utile pour la justice de l'époque, parce que le but c'est d'avoir des aveux. Donc les aveux, le meilleur moyen encore de les obtenir, c'est la torture. Mais dans l'affaire de la Reynie, la torture devient un problème pour lui, puisque ce qu'il veut, lui, c'est avoir des renseignements exacts. Et ça change tout, bien sûr. Surtout qu'il s'aperçoit tout de même, et il le dit à un moment donné, qu'en fait, les gens qui accusent Madame de Montespan d'avoir trempé dans l'affaire ne sont pas ceux qui ont été arrêtés au début. La voisine n'a rien dit, c'est sa fille qui tout d'un coup, alors que la voisine était morte, un an plus tard se dit « Oh !» Si j'impliquais Madame de Montespan et toutes les personnes... Ça nous sauverait tous peut-être, se dit-elle. Exactement, mais de toute façon, ça les a sauvés. Toutes les personnes qui ont parlé de Madame de Montespan, toutes ont été internées et ne sont pas passées sur le bûcher. La Reynie était un homme dévoué, un homme de qualité. Il invente un certain nombre de méthodes de police, il faut le dire. Voilà le portrait qu'embrosse Saint-Simon dans ses célèbres mémoires. La Reynie, conseiller d'État, si connu pour avoir tiré le premier la charge de lieutenant de police de son bas état naturel pour en faire une sorte de ministère, et fort important par la confiance directe du roi, les relations continuelles avec la cour et le nombre de choses dont il se mêle, et où il peut servir ou nuire infiniment aux gens les plus considérables et en mille manières, obtint enfin, à 80 ans, la permission de quitter un si pénible emploi qu'il avait le premier ennobli par l'équité, la modestie et le désintéressement. Louis XIV l'a utilisé jusqu'au bout, si je puis dire. Il lui a donné la retraite à 80 ans. Ah oui, il a tout utilisé parce qu'en plus la Reynie était quasiment pas payée, donc c'était sur sa fortune personnelle qu'il a administré ce ministère. Et alors il avait une grosse difficulté, c'est qu'il était directement sous la coupe de deux rivaux qui étaient Louvois et Colbert. Et voilà. Doit travailler en plus avec deux instances très particulières. D'une part la fameuse chambre ardente, qui est composée de magistrats dont
le principe même est d'essayer d'aller vite, puisqu'ils sont nommés pour une affaire spéciale. Et puis d'autre part, il travaille avec les fameuses lettres de cachet, c'est-à-dire qu'il a des lettres en blanc du roi, signées, signées mais en blanc, et qui permettent d'arrêter qui l'on veut et de les coller dans les prisons d'État. Alors il y a deux grandes prisons dans cette affaire des poisons. Bien sûr la Bastille, mais surtout Vincennes en fait. Oui, alors il n'y a pas de peine de prison à l'époque réellement. C'est donc la prison, ça n'existe pas. Donc la prison, c'est simplement en préventive. Pas en préventive, c'est on essaye de faire parler les accusés et on essaie de recouper les témoignages, parce qu'en fait, on fait tout par recoupement de témoignages. Et c'est là qu'il va assez vite découvrir qu'il y a plein d'incohérences dans les témoignages des uns et des autres, et donc ça rend sa tâche très malaisée. Il s'en ouvre plusieurs fois à Louis XIV parce que c'est un homme scrupuleux qui veut faire les choses bien, et c'est comme ça qu'au bout de quelques années on décide d'arrêter quasiment la chambre ardente avant même qu'elle ait rendu des jugements. On imagine toujours que Louis XIV a, dans la décision qu'il a prise, fait valoir d'abord la présence sinon dans les accusés, mais en tout cas dans les personnes citées, de sa favorite, qui plus est mère des enfants légitimés. Mais il y a aussi peut-être la grande conscience que Louis XIV pouvait avoir de l'utilisation, on dirait aujourd'hui, c'est très à la mode, l'instrumentalisation de cette affaire par deux hommes politiques, alors d'un cynisme et d'une mauvaise foi absolue, que sont donc Colbert et Louvois, qui essaient de se nuire mutuellement par accusé interposé. Louis XIV en est conscient de ça, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement sa maîtresse en titre, mais contrairement à ce que dit la fille de la voisin, en réalité, au moment où Madame de Montespan est accusée et pour des faits qu'on lui reproche, elle n'était déjà plus la maîtresse du roi, mais ça, personne ne pouvait le savoir. Donc, il y a là un décalage et c'est absolument incohérent, mais ça, la Régnie peut le savoir. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, il y a la comtesse de Soissons, qui est quand même le premier amour de Louis XIV, qui est aussi accusée. Il y a tout un tas de dames dans l'entourage de la cour qui sont aussi accusées. Donc, il faut effectivement, à un moment donné, faire cesser une affaire qui est une affaire politique, et dont on ne saura jamais réellement. On a bien compris que le nom, là, il a été déjà cité 4 ou 5 fois depuis le début de notre échange. Il faut que nous venions à elle, parce qu'il est évident que sans ce nom-là, l'affaire des poisons n'aurait sûrement pas eu le retentissement qu'elle a eu à l'époque. Et alors ne parlons pas d'aujourd'hui, on n'en parlerait tout simplement plus du tout aujourd'hui. C'est Madame de Montespan. Alors oui ou non, a-t-elle été coupable de ce dont on l'accuse ? Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Les poisons, les venins, les potions, si tout cela vous intéresse, ne manquez pas l'exposition Venenum, un monde empoisonné. C'est à voir jusqu'au mois de janvier 2018, donc vous avez le temps au musée des Confluences à Lyon. Et pour cette émission consacrée à l'affaire des poisons, nous allons vous faire visiter cette expo à partir de 15h. Et Carole Millon est notre guide, elle est chargée de projet de l'exposition Venenum. Bonjour Carole Millon, merci beaucoup d'être venue exprès de Lyon pour nous parler de cette exposition. Il est question de l'affaire des poisons dans le cadre de cette expo ? Oui, nous évoquons évidemment cette affaire des poisons qui a quand même défrayé la chronique, dans une partie qui est consacrée aux poisons et à l'histoire. Et notamment les affaires liées au pouvoir, en fait, autour de ces questions. Parce que c'est magnifique l'affaire des poisons, parce que en fait, on se rend compte que c'est une affaire très complexe, que le lieutenant de police lui-même, alors qu'il disposait de tous les éléments, n'était pas capable toujours de démêler jusqu'à son terme. Donc ça devrait être une affaire impossible, et néanmoins, elle continue de fasciner les gens, parce qu'il y a là 3 ingrédients extraordinaires. D'abord, on joue avec la vie et la mort, et avec une forme de satanisme aussi, on va y venir, un certain nombre de pratiques qui étaient des pratiques occultes. Deuxièmement, c'est une question de pouvoir, puisqu'on est très près du roi. C'est la femme la plus proche du roi en personne qui se trouve impliquée dans l'affaire. Et puis, troisième aspect, qu'il ne faut jamais négliger, la dimension plus sensuelle, plus amoureuse aussi, parce que tous les poisons ne sont pas destinés à tuer. Certains sont simplement des filtres d'amour, ne l'oublions pas. Oui, c'est ce que l'on a voulu exprimer à travers ce titre de l'exposition Venenum, un monde empoisonné, puisque évidemment ce mot latin signifie poison, mais il a également d'autres significations, puisqu'on peut y trouver à la fois le venin, le filtre d'amour que vous venez d'évoquer, la substance qui peut tuer,
mais également celle qui peut guérir. On n'est pas loin du pharmacone. Après, ça dépend de la dose prescrite, n'est-ce pas? La même substance, à petite dose peut guérir et à forte dose vous expédier ad patres. Alors, venons-en au grand personnage absent, à l'espèce d'arlésienne de l'affaire des poisons, puisqu'elle n'est pas citée évidemment à l'époque officiellement, mais on est bien obligé de constater que son nom ressort assez régulièrement dans un certain nombre de témoignages, surtout à partir du moment où la fille de la voisin découvre effectivement que ça pourrait être un moyen de s'en sortir, Madame de Montespan. Elle est, il faut le dire ça, parce qu'on pourrait croire aujourd'hui que les gens n'étaient pas au fait de ce qui se passe à la cour, mais il faut bien être conscient qu'à Paris, dans les grandes villes, etc., on savait parfaitement qui était Madame de Montespan et on ne parlait que d'elle dans les salons. Disons-le, il suffit de lire la correspondance de Madame de Sévigné, par exemple. Elle est très célèbre, très importante. Oui, elle est connue par tout le monde. Et alors, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'effectivement, dans son entourage, sa dame d'honneur, on va dire, la désœillée, il y a aussi Caton qui est une servante, etc. Tout ça, c'est un milieu qui effectivement fréquenterait les devineresses à Paris. C'est-à-dire qu'on va se faire tirer... Jusque-là, que les grandes dames aillent chez des voyantes, ça n'a pas changé. On est là, c'est comme en 2017. Oui, ça existe encore aujourd'hui. Mais c'est justement ce milieu-là, parce qu'en fait, ces voyantes qui sont à la fois voyantes, devineresses, qui tirent les cartes, etc., elles ont d'autres circuits où effectivement elles vont donner... À l'époque, des filtres d'amour. Des onguents de longue vie. Voilà, et puis de séduction, c'est-à-dire, bon, comment est-ce qu'on retient effectivement le roi dans son lit, comment est-ce qu'on va chasser une rivale, mais sans aller forcément jusqu'à la tuer, peut-être pas. Donc effectivement, c'est un monde un petit peu spécial, et dès que le nom de Madame de Montespan est cité, c'est vrai que les prévenus vont avoir la vie sauve. Alors, est-ce que Madame de Montespan a trempé ? Alors, moi, je défends Madame de Montespan. Allons bon. Eh oui, il n'y a absolument aucune preuve du contraire. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Le fait de l'avoir accusé... Plusieurs fois en plus. Oui, enfin une fois en fait, en réalité. Mais cette procédure de 68 qui a découvert l'Arénie. Oui, mais... elle est citée là pour le coup. Oui, elle est citée, voilà, elle est citée. Elle est citée à une époque où elle était totalement méconnue. Et une époque où elle n'était pas encore la maîtresse officielle du roi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que sa belle-sœur, elle, effectivement, trempe dans des affaires un petit peu louches, où il y a effectivement des messes noires, et ça, c'est recoupé. Donc, que la famille de la marquise de Montespan... Vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas égorgé de petits bébés sur le ventre nu de Madame de Montespan? Certainement pas, parce que c'était une bonne chrétienne. Je vois vraiment pas comment ça aurait pu se passer. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce milieu donc des diseuses de bonnes aventures sont aussi des avorteuses. Donc, il y a peut-être aussi une confusion entre égorger des nouveau-nés et avorter, etc. Et ça, c'est sûr que c'est un milieu qu'on ne connaît pas bien, parce que vraiment là, il n'y a pas du tout de traces, il n'y a pas d'archives. Et là, effectivement, ces femmes, je dirais, s'en donnent à cœur joie. Donc, les espèces de cérémonies satanistes auxquelles aurait pris part Madame de Montespan sont nées pour vous dans l'imagination de ceux qui cherchaient un moyen de se dédouaner? Pour moi, oui, parce que Madame de Montespan, pour avoir travaillé et écrit un livre sur elle, est un esprit quand même assez rationnel. Elle veut vraiment être très bien et avoir bien dans toutes les cases. C'est une grande chrétienne, bizarrement, parce qu'elle est la maîtresse du roi, mais pourtant elle essaie d'être très régulière dans ses devoirs religieux. Et c'est vrai qu'elle vit dans un milieu social qui est un petit peu de la très grande aristocratie. Alors effectivement, il peut y avoir l'usage des drogues. Enfin, vous voyez. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que d'une certaine manière, le vrai empoisonneur, ce serait Louvois, mais alors lui, il utilise un poison nettement plus mortel, c'est la calomnie et l'intimidation? Oui, sans doute. Parce qu'il lui était contre Madame de Montespan pour le coup. Il avait tout intérêt à ce qu'elle... Oui, tout à fait. Oui, mais c'est l'espèce de rivalité entre Louvois et Colbert. Oui, tout à fait. Oui. Comment expliquer que Louis XIV ait eu... Parce que si on avait voulu perdre qui que ce soit dans l'esprit du roi, il suffisait de prononcer ce mot, poison. Louis XIV avait une espèce de phobie, je crois que le mot n'est pas trop fort, c'est une véritable phobie du poison. Ça lui venait d'où, ça, on le sait, cette peur panique du poison? Oui, non, mais enfin, il est quand même, son parrain, c'est Mazarin. Et voilà. Je veux dire, lui, alors vraiment, Mazarin, bon, c'est l'Italie, c'est aussi la Savoie, enfin, c'est cette région-là, vers Turin, vers Milan. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'affaire de Madame de Brinvilliers, le réseau est un réseau qui est porté par des gens qui habitent le Midi.
Sont en cause, par exemple, le receveur des États du Languedoc, Penautier, enfin des gens comme ça. Donc ça vient quand même du sud. Alors je ne dis pas que dans le nord on n'assassine jamais, on ne fait pas de poison, mais vraiment là il y a une tradition qui est très nette. L'esprit extrêmement pondéré et rationnel de Louis XIV a mis un terme à l'affaire avant que ça ne prenne trop d'importance. On ose imaginer ce que ça aurait donné avec un roi plus faible, comme son propre père par exemple. Imaginons Louis XIII dans la même histoire, ça aurait pu avoir des conséquences terribles et désastreuses. Cette affaire. Oui, très certainement. Mais alors là, comme vous l'avez dit, Louis XIV avait une conception de l'État et de l'ordre telle qu'effectivement, il fallait que ça arrive à quelque chose. Et c'est arrivé effectivement en juillet 1682 par un édit qui a interdit les poisons, qui a déclaré que de toute façon, toutes ces personnes cartomanciennes qui voyaient des diables et qui faisaient des messes noires, c'était de la superstition. Donc, il n'y avait pas de quelque chose de réel, c'était la superstition qui les a chassés du royaume de France. Bon, c'était peut-être plutôt un vœu pieux, et surtout, qui a demandé à tous les pharmaciens de tenir un livre des substances qu'ils avaient chez eux. Et donc, c'est le début de l'administration. Ça y est, la bureaucratie en marche. Vous n'avez pas eu assez de poison? Eh bien, nous allons aller en chercher quelques autres à la confluence du Rhône et de la Saône. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La Ferrand Mobile nous emmène cet après-midi à Lyon pour continuer cette émission consacrée à l'affaire des poisons du XVIIe siècle. Justement, des poisons, il en est question avec cette exposition qu'il ne faut absolument pas manquer, Venenum, un monde empoisonné. C'est jusqu'au mois de janvier 2018, vous avez encore le temps. Et nous allons vous proposer une visite virtuelle cet après-midi sur Europe 1 avec Carole Million qui est chargée de projet de l'exposition Venenum. C'est quand même assez amusant de songer à une exposition sur les poisons. Venenum, c'est quand même fort. Dans quel esprit a germé cette idée? Dites-nous ça, dites-nous tout, Carole Million. C'était un esprit d'équipe, finalement. Bon. C'est encore pire que ce qu'on croyait, finalement. Il y a une bonne ambiance. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est absolument passionnant et qui peut être traité par les collections qui sont présentes au musée, puisqu'effectivement, le poison, on le retrouve dans l'histoire, on le retrouve également dans la nature, à travers les venins et les toxines, et les collections de sciences naturelles du musée s'y prêtent là aussi parfaitement. Et évidemment, le poison, c'est aussi ses utilisations, et notamment en tant que flèche empoisonnée, arme empoisonnée. Et là aussi, les collections du musée des Confluences s'y prêtent avec une... C'est assez intéressant, le poison, parce qu'on se rend compte que finalement, ça nous entraîne dans toutes sortes de domaines. Effectivement, dans le monde de la science, de l'apothicarie, de la gestion des plantes, etc. Mais aussi dans le monde de la croyance et même de certaines croyances dangereuses. Ça nous ramène très loin en arrière, au poison de l'Antiquité. Et puis ça a un côté aussi extrêmement actuel, puisque on passe son temps à dire que nous sommes empoisonnés et que nous fabriquons, nous, notre propre poison. Et c'est ce que disent les gens qui accusent nos sociétés de nous empoisonner, mais ce qui est vrai, d'une certaine manière. Donc, c'est un sujet beaucoup plus présent dans nos vies et dans nos inconscients que ce qu'on pourrait croire, en fait. Oui, il est parfaitement pluridisciplinaire, et ce sont ces différents visages du poison que nous souhaitons traiter dans l'exposition. Avec, vous avez fait de la mise en scène, etc. Mais je l'ai pas visité l'exposition, donc je peux me permettre de vous poser des questions naïves là sur le sujet. Il y a une scénographie très adaptée et assez intrigante aussi, parce que forcément ce thème fait naître dans notre imagination des tas d'images, à la fois les empoisonneurs, les empoisonnés, et ça c'est effectivement ce dont on traite dans une première partie qui est assez historique. Historique, oui. Elle nous va très bien, cette partie. Et on remonte là effectivement à la mythologie aussi, à travers des personnages féminins ambigus tels que Médée et Circé, qui sont à l'image du poison, qui peuvent tuer, droguer, ensorceler, guérir, séduire, et qui vont en fait ancrer cette représentation féminine du poison pour c'est-à-dire que là, lorsqu'on parle de mythologie et de poisons antiques, on n'est jamais très loin de la magie, en fait. Il est très difficile de distinguer ce qui appartient à la substance elle-même ou ce qui appartient au pouvoir que lui confère la magie.
les filtres, notamment quand on parlait tout à l'heure des filtres d'amour, de tous ces filtres qui sont soit positifs soit négatifs, sont en quelque sorte le prolongement du pouvoir des dieux. Il y a cette dimension-là, une dimension magique. Oui, et une très bonne connaissance des plantes également, oui. Puisque très très tôt dans l'histoire, on apprend à découvrir quelles sont les plantes qui peuvent être bénéfiques, celles qui peuvent également tuer. Et c'est cette connaissance aussi que l'on retrouve à travers l'histoire de la pharmacopée, en parallèle de cette histoire des poisons. Les deux sont liés en fait. Alors un de mes maîtres dans le domaine de la réflexion, il s'appelle Hercule Poirot, considère que le poison est une arme féminine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est l'arme spécifique des femmes, le poison, dans l'histoire? Elle y est associée en fait, justement à travers cette image de séduction, de perfidie, le fait que... Ça ne demande aucune force physique déjà, l'utilisation du poison. Ça. À la différence justement du poignard, glaive, du poignard, où là effectivement on a besoin de force physique. Le poison c'est quelque chose de plus discret, de plus subtil, qui peut agir aussi dans le temps. Il peut agir lentement. Et très lentement. Et c'est vrai que toutes ces images ont été associées à celles de la femme. Il faut dire aussi que le poison est régulièrement introduit dans les mets que l'on consomme, dans la cuisine en fait, dans les boissons. Faites par les femmes. Souvent en tout cas, à cette époque du moins. Oui, bien sûr, oui. Alors vous parlez du poison au Moyen-Âge, avec les armes empoisonnées, avec tout ça. Vous montrez comment est-ce que c'est fait? Vous avez fait des mises en scène, des choses comme ça? Vous montrez des tableaux? On a quelques très beaux tableaux en fait depuis l'Antiquité justement, donc qui sont des œuvres, des huiles sur toile du 19e siècle principalement. On a dans peinture historique, hein, bien sûr. Tout à fait. Alors effectivement, l'Antiquité est un thème qui a été largement représenté à travers la mort de Socrate, les morts volontaires aussi de Démosthène, de Thémistocle, et une très très belle mort de Cléopâtre. Ah oui, la mort de Cléopâtre. Enfin, elle a carrément pris le poison à sa source. C'est-à-dire qu'elle a attrapé le serpent lui-même, si je ne m'abuse, non? On est en train de... Les historiens reviennent un petit peu sur cet aspect-là, et la fibule empoisonnée est une des possibilités également. Je trouvais ça joli, moi, l'histoire de l'aspi sur le sein. Vous avouerez qu'évidemment, je pense qu'il y a une part de fantasmagorie érotique dans cette affaire. Donc, vous parlez aussi, bien sûr, de ces poisons tout à fait nouveaux, si je puis dire, qui nous viennent d'Italie. Et là, vous rejoignez Agnès Valk. Ça, c'est la Renaissance, plutôt. Hein. Oui, c'est ça. C'est les Borgia. Avec les Borgia, tout à fait. On a deux très beaux portraits des Borgia. Catherine de Médicis aussi, également, a souvent été associée au poison. Avec des parfums, notamment. Voilà, et c'est vrai que là aussi, on est dans cette fabrication de substances, en fait, qui peuvent être des filtres d'amour, qui peuvent être des parfums, qui peuvent être des poisons. Et c'est vrai que c'est un imaginaire assez riche. On va jusqu'à une période plus contemporaine, également, avec le XXe siècle. Avec Marie Bénard. 19e siècle, avec des affaires comme l'affaire Lafarge. L'affaire Marie Lafarge. Tiens, racontez-nous ça en 2 secondes, pardon. Alors l'affaire Marie Lafarge, c'est celui d'une jeune femme qui épouse donc Monsieur Lafarge. Ils vont vivre en Corrèze et il se trouve que ce n'est finalement pas le bon parti qu'on lui a annoncé. Et cette jeune femme un jour va envoyer un gâteau à son mari qui est en déplacement à Paris. Et celui-ci ressent assez rapidement des douleurs au ventre. Il est assez mal, il rentre en Corrèze et meurt quelques jours plus tard. Et là, son épouse, donc Marie Lafarge, est très vite suspectée, d'autant plus que sa belle famille la déteste. Donc, ça accélère un peu la procédure. Disons que oui. Et ce qui va être vraiment très nouveau dans son procès, c'est que pour la première fois, on va faire appel à la science. À des scientifiques, oui, voilà. Et pas n'importe lesquels, s'il vous plaît. Hein. Non, à Mathieu Orfila, qui est médecin et plutôt royaliste, d'ailleurs. Et qui appuie les thèses du ministère public. Voilà. Et puis, pour sa défense, va venir à son secours Raspail, qui lui... Le grand savant Raspail. Voilà, qui est chimiste. Et les deux vont s'affronter sans véritablement pouvoir trancher. Oui, il y avait de l'arsenic dans le corps de Monsieur Lafarge. Pour autant... qu'il avait mis. À partir du moment dans le gâteau. Dans une affaire d'assises, on fait entrer les experts. Vous savez, ça commence à leur but, enfin en tout cas le but de ceux qui les citent à la barre, c'est d'embrouiller l'esprit des jurés. Donc ça peut aller très loin cette affaire. On pourrait citer beaucoup de cas de ce genre. Vous parlez aussi de l'affaire d'Hélène Gégado, hein, effectivement. Cette bonne en fait, cette petite servante bretonne, oui. Qui est probablement la plus grande serious killer, si l'on peut dire, en France, et contre laquelle
été retenus 5 crimes véritablement, mais qui en a très probablement commis des dizaines d'autres dans chaque maison où elle est passée. Et puis bien sûr Marie Bénard, nous y venons dans un instant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Après avoir visité l'exposition Vénénum, un monde empoisonné à Lyon, voici donc maintenant les bons plans de Lorena Martin. Ça va pas être Lyon, facile aujourd'hui. à mon avis, à Lyon, on va se régaler. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons une petite crampe à l'estomac et pas forcément très faim là. Donc on va peut-être attendre, on va laisser les spécialités, les bonnes choses pour la fin. Commencer par les hébergements, si vous voulez peut-être, Lorena. Où faut-il résider lorsqu'on se rend dans la capitale des Gaules? Alors je vais peut-être pas commencer par l'hébergement qui allait avec une des douceurs, le chocolat. Je vais vous la garder pour la fin. Oui, voilà. Je vous conseille peut-être le Gourguillon, qui est situé montée du Gourguillon à Lyon, qui est une petite rue pavée qui mène tout droit à Fourvière. Et vous êtes à quelques minutes de la place Bellecour. C'est l'une des rues les plus pittoresques de Lyon. Et l'adresse est vraiment incontournable pour ceux qui aspirent à la quiétude, à la sérénité, au romantisme, sans vouloir renoncer à cette vie agitée de Lyon. Vous avez 8 chambres magnifiquement décorées et chacune décline en fait sa propre décoration, des textiles assez nobles, des couleurs apaisantes. Et vous avez un jardin. C'est bien la moindre des choses lorsqu'on est à Lyon. La moindre des choses. Et vous avez donc un jardin, une terrasse ou un jacuzzi pour chacune des chambres. C'est absolument magnifique. Ah, magnifique. Ça s'appelle le Gourguillon. Le Gourguillon. Et vous avez aussi la Grange de Fourvière, qui est une chambre d'hôte de charme. Qui bizarrement n'est pas à Fourvière, si j'ai bien compris. Enfin, c'est situé, celle-ci, oui, dans le quartier du Vieux-Lyon, celle-ci. Ah voilà, oui, c'est ça. Hein. Dans le Vieux-Lyon, en plein centre-ville, dans le quartier Saint-Paul, sur les quais de Saône, en fait, ce qui permet de se balader facilement à pied. Et on a vu sur Fourvière, en fait. C'est une merveille. Et vous avez 2 chambres d'hôtes pour 2 et 3 personnes, la belle cordière et vol de nuit. Et les petits déjeuners sont servis avec du pain frais, des viennoiseries et toutes sortes de pâtisseries maison. Donc à propos de Fourvière, nous aurons l'occasion d'en reparler, bien entendu. Nous parlerons de la grande fête de septembre, etc. On reviendra aussi sur la fête des Lumières, comme tous les ans, au mois de décembre, car nous sommes toujours fidèles à ce rendez-vous sur Europe 1. Il y a la nuit de Fourvière qui va avoir lieu bientôt. Ça dure tout l'été, en fait, cette nuit de Fourvière. Tout l'été, exactement, du 1er juin au 5 août. Et ça existe depuis 1946 et ça se situe dans les théâtres gallo-romains de Fourvière. Il y a aussi une biennale d'art contemporain qui aura lieu donc entre septembre et janvier. Oui, c'est toute la rentrée en fait. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que maintenant nous avons l'estomac reposé, si je puis dire, pour évoquer quelques bons restaurants? Mais alors là, vous allez avoir du mal parce qu'on est dans la capitale mondiale de la gastronomie. Il va falloir choisir quoi? Des bouchons? Qu'est-ce que vous nous avez trouvé? En fait, voilà, vous avez les adresses bien sûr incontournables avec des noms qui font rêver, comme Paul Bocuse, Mathieu Vianney qui a repris la mer Brasier, l'auberge de l'île Barbe avec Jean-Christophe Ansen et Alex, c'est les 13, ce qu'on appelle les très grandes tables. La pyramide à Vienne et Christian Tête-Doigt, etc. Je n'oserais en oublier. Mais vous avez, moi je vous ai mis de côté quelques bouchons parce que c'est le côté typique de Lyon. Vous avez le bouchon des filles qui travaillait d'ailleurs auparavant au café des fédérations qu'on appelle les fédés à Lyon. Et le bouchon des filles, en fait, c'est à côté de la place Satonnet, dans une petite rue pavée. Ce sont des filles qui tiennent ce bouchon. On a tous les plats, en fait, typiquement lyonnais qui sont revisités avec des nappes à carreaux, une cuisine à la fois classique et originale. Vous avez donc un menu unique avec des salades en entrée, un plat et un dessert. Le rapport qualité-prix est excellent. Vous pouvez manger des quenelles de brochet, sauce nantua et écrevisses, croustilles de boudin aux pommes. Qui est prête à éclater, très là. Grosse, oui, c'est ça, oui. Croustilles de boudin aux pommes, rognons de veau à la sangria, tripes grillées, sauce soja et coriandre. Voilà, ce sont des plats lyonnais, mais un petit peu revisités. Et sinon, vous avez le musée, qui est une ancienne, ce sont les anciennes écuries. Le musée, c'est le nom d'un bouchon? Oui, le nom d'un bouchon. Ce sont les anciennes écuries de l'hôtel de ville qui ont été transformées en bouchons par 3 sœurs. Et c'est parmi les meilleurs bouchons lyonnais, très authentiques. Encore une fois, vous avez les nappes à carreaux, les tables coude à coude. Et la cuisine, on retrouve le saucisson pistaché, brioché, fait maison. Et parmi les meilleurs de Lyon, d'ailleurs, parce que le chef est un ancien boulanger. Donc, il est vraiment somptueux. Vous avez la langue d'agneau sauce ravigote, le tablier de sapeur, qui est très connu, la tarte à la praline, etc. En fait, les spécialités lyonnaises. Donc, le saucisson brioché, ça, évidemment, on y pense tout de suite. La quenelle, vous l'avez dit, ça, bon, bien sûr. La cervelle de Canut aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est une spécialité fromagère baptisée en référence aux ouvriers de la soie, qu'on appelait les Canuts. La praline, comme on l'a dit, et les coussins de Lyon. C'est une spécialité, bon, oui. Une spécialité, donc. Un petit peu salé qui dépasse. C'est le chocolatier. C'est l'heure du goûter, hein. Oui, c'est le chocolatier voisin
qui a créé le coussin de Lyon. Alors, rien à voir avec la voisin, je précise tout de suite. On le précise. Il n'est pas empoisonné. Et c'est une ganache de chocolat enrobée d'une fine couche de pâte d'amande condie avec une touche de curaçao. Et la rosette, ce sera pour la prochaine fois. Et la rosette, ce sera pour la prochaine fois. Et pour ceux qui aiment le chocolat, quand même, une dernière maison d'hôtes, la maison de Karen Chocolat. C'est absolument incroyable puisque c'est à la fois une maison d'hôtes, un atelier de chocolat et une chocolaterie. Donc, vous pouvez y aller pour des ateliers pour toute la famille. Et c'est situé à Limonest, donc c'est à côté de Lyon. Et tous ceux qui n'auraient pas eu la présence d'esprit d'attraper un papier et un crayon pour noter les bons plans de Lorena, les retrouveront forcément sur la page Facebook de l'émission. Voilà, merci beaucoup Lorena Martin. Avec plaisir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Dans l'histoire, il y a l'affaire des poisons sous Louis XIV, dont on vous a parlé pendant la première heure de cette émission. Et il y a aussi d'autres grandes affaires, comme celle de Marie Bénard, dont on va vous parler maintenant, grâce à l'exposition Venenum, un monde empoisonné, à voir jusqu'en janvier 2018 au musée des Confluences à Lyon. Et c'est Carole Millon, chargée du projet de l'exposition, qui nous fait la visite. Alors justement, est-ce que Marie Bénard, donc la dame de Loudun, était vraiment une empoisonneuse? Vous avez un avis, vous, sur la question? Est-ce qu'elle a vraiment usé de l'arsenic pour se débarrasser d'un certain nombre de ses proches? Là aussi, les experts se sont longuement affrontés sur la question. Le cimetière était aussi bourré d'arsenic. Oui, voilà, c'est pour ça. Les membres de la famille qui y ont trépassé étaient aussi âgés. Donc c'est vrai qu'il est difficile réellement de faire la part des choses. Toujours est-il que c'est une affaire qui a captivé la France pendant 9 ans, 3 procès. Et c'est vrai que dans cette... il y avait un monsieur de cette maison qui a beaucoup fait. C'est Frédéric Potcher qui a beaucoup fait pour captiver les Français, il faut dire. Au moins autant que Marie Bénard elle-même, si je puis dire. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans l'exposition, on évoque ces affaires criminelles à travers les unes de journaux. Parce qu'encore une fois, la figure de l'empoisonneuse, la veuve noire, fait vendre en fait. Et on a un certain nombre comme ça de unes de journaux où les femmes tiennent la vedette en tant qu'empoisonneuse. Et finalement, on revient un petit peu à la question de tout à l'heure, à savoir, y a-t-il plus de femmes empoisonneuses que d'hommes? Statistiquement, non. pas plus de femmes que d'hommes, mais c'est vrai que l'histoire, l'imaginaire a retenu cette idée que les femmes étaient plus souvent des empoisonneuses. Et justement, dans l'exposition, on met en balance un petit peu cet aspect-là, justement au XXe siècle, avec les guerres toxiques. Ah oui, alors là, c'est de l'empoisonnement. Rarement le fait des femmes. À échelle industrielle. Là. Voilà. Et à travers les différentes guerres. Nettement moins subtil, comme type d'empoisonnement. Nettement moins subtil et rudement efficace, malheureusement. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire du reste, parce que ça c'est une affaire qui concerne le XVIIe siècle, et je me retourne immédiatement du côté d'Agnès Valk, est-ce qu'on peut dire qu'on prête beaucoup aux empoisonneurs? Dans le simple règne de Louis XIV, on a vu sa belle-sœur, Henriette d'Angleterre, mourir dans des conditions un peu particulières, et certains ont dit tout de suite, elle a été empoisonnée. Beaucoup plus tard, on verra le duc et la duchesse de Bourgogne, avec d'ailleurs leur fils aîné, mourir en 1712 dans des conditions qui ont fait penser qu'il pouvait y avoir du poison. Et presque à chaque fois, lorsqu'on entre dans le détail de ces affaires, on se rend compte que, en tout cas, les historiens entre guillemets sérieux nous disent non, ils sont morts de leur belle mort, et en tout cas de mort de cause naturelle, et le poison n'y est pour rien. Est-ce qu'on n'a pas tendance à fantasmer un peu, Agnès Valk? Ah ben on fantasme, oui, oui, mais je vais vous dire, même la marquise de Brinvilliers, à mon avis, il n'est pas sûr du tout. On fait des autopsies à l'époque. Même la marquise de Brinvilliers? Mais on fait des autopsies à l'époque, c'est-à-dire que par exemple son père, ses frères, etc. ont été autopsiés, et les savants avec leur les chirurgiens avec leur connaissance de l'époque, sont pas arrivés à dire quelles étaient la cause finalement. En fait, les conditions d'hygiène, de vie et de soins sont telles jusqu'à une époque très très récente qu'on a beaucoup de mal quand même, le comportement même de Madame de Brinvilliers dans sa fuite, etc. Tout ça laisse bien entendre quand même qu'il y a un problème, non? Oui, il y a certainement un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que pour Henriette d'Angleterre, on a fait l'autopsie parce que de toute façon on faisait l'autopsie
voilà, d'une personne royale. Mais c'est vrai que ça circule parce que ça a l'air d'être un fantasme. Mais ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, on dit qu'il y a plus de femmes empoisonneuses que d'hommes. Mais par exemple, au XVIIe siècle, on dit qu'il y a plus de sorcières que de sorciers. Or, en fait, l'inverse est plutôt vrai. En tout cas, il y a autant de sorciers que de sorcières, mais on ne garde que la figure féminine parce que il est étonnant qu'une femme soit criminelle alors que c'est la femme qui donne la vie. Il est étonnant qu'une femme cherche à faire mourir des personnes, et comme elle n'a pas la force physique, elle va le faire de manière rusée, et c'est cette ruse, cette ingéniosité féminine perverse qui fascine. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus fascinant, c'est que le poison finalement c'est l'arme des faibles et c'est l'arme des vicieux, et donc il y a toute une partie de l'ombre. Du temps long. Et donc, il y a toute une partie de personnes qui sont très contentes que les femmes soient définies par leurs aspects sombres. Alors, il y a différents niveaux de toxicité. Vous nous disiez tout à l'heure, Carole Million, qu'il n'y a pas dans cette exposition que des aspects historiques. Vous nous montrez les poisons, les venins tels qu'ils existent dans la nature, avec les plantes, nous en avons beaucoup parlé, avec les animaux aussi, hein, tous ces animaux venimeux, urticants, etc. On doit ressortir un peu, on se gratte un peu en sortant de l'exposition à mon avis. Et puis vous nous parlez des différents usages des poisons, bon ça on l'a bien compris, des usages qui peuvent être positifs parfois, car il y a tous les remèdes, il y a les contre-poisons d'abord, et les remèdes, vous parlez de tout ça dans Vénénum. Hein. Oui, c'est tout, on consacre toute une partie à cet aspect-là en fait, aux différents usages finalement qui peuvent être faits des poisons à travers la chasse, à travers la pêche aussi, puisqu'on empoisonnait les rivières pour pouvoir pêcher. Et de ce poison finalement très ciblé, que ce soit dans l'assassinat par exemple, mais également dans la chasse, on va arriver à des poisons qui sont beaucoup plus diffus, et notamment dans l'environnement. Et on évoque pour cela des minéraux qui ont été largement présents dans les vies quotidiennes et parfois depuis l'Antiquité, comme le plomb, comme le radium aussi, comme l'amiante, et ce qui nous permet en fait d'aller vers des poisons qui sont encore plus contemporains. Et qui font encore plus peur, évidemment, tous ces poisons radioactifs là, à la russe, vous savez. L'exposition Vénénum, un monde empoisonné, se visite au musée des Confluences de Lyon jusqu'au 7 janvier prochain. Merci beaucoup. Je rappelle, Agnès Valk, le titre de votre ouvrage, tout simplement La Marquise de Brinvilliers. Vous travaillez en ce moment sur quelque chose de... Oui, bien Expliquez-nous. sûr. Ah non, surtout pas. Bon, alors, on va faire une promesse à nos auditeurs. Vous viendrez nous en parler dès que vous aurez le droit. Oui, l'année prochaine. Volontiers.